Je vois que Olivier Fontan a pu nous rejoindre. Je m'en réjouis. Je vous propose donc que nous débutions cette webconférence. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, chers alumni, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence en ligne qui traite cet après-midi des enseignements à tirer des interactions entre le climat et la crise sanitaire que nous vivons. Alors, pour cela, Olivier Fontan, directeur exécutif du Haut Conseil pour le climat, a accepté de nous rejoindre. Olivier Fontan, bonjour. Bonjour Bernard, désolé pour la déconnexion de dernier moment, mais bon. Aucun problème, ce sont les aléas du direct. Alors Olivier, vous êtes diplomate depuis plus de 20 ans. Ces dernières années, vous avez très activement participé et contribué aux grandes initiatives, aux grandes avancées, réflexions, rencontres internationales sur le climat, de la COP20 à la COP24, les négociations de l'accord de Paris en 2015. Vous avez conduit la délégation française aux réunions plénières du GIEC. Vous avez participé au plan climat et biodiversité de 2017 et 2018. Et avant de rejoindre le Haut Conseil pour le climat, vous étiez à la tête de la sous-direction de l'environnement et du climat au ministère des Affaires étrangères. Donc, vous nous faites le plaisir, cher Olivier, de nous rejoindre ce soir. Merci beaucoup. Avant de débuter cette conférence, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots du Haut Conseil pour le climat? Oui, bien sûr. D'abord, merci pour cette invitation et puis pour la participation de toutes et tous. En quelques mots, le Haut Conseil pour le climat, c'est un organisme indépendant qui a été créé en 2018, fin 2018, qui a pris son envol au cours des premiers mois de l'année 2019. Son objectif est de donner des avis et des recommandations sur la politique du gouvernement en matière de climat. Donc pour ça, il s'exprime par une attendue de lui qui publie au moins un rapport annuel et puis un rapport aussi tous les 5 ans, un rapport quinquennal sur la stratégie nationale bas carbone. Mais évidemment, notre travail ne se limite pas à ça et on est amené à s'exprimer soit sur des rapports sectoriels, on a fait par exemple sur l'évaluation climatique des lois, soit de manière en autosaisine, comme on l'a fait récemment avec la publication d'un rapport spécial sur le Covid et le climat. Voilà, l'HSC doit évaluer les politiques, formuler des recommandations, contrairement au GIEC, il a le droit d'être prescriptif. Et l'idée étant de fournir un éclairage qui soit indépendant, qui soit factuel et qui soit rigoureux. Très bien. Alors, une première question qu'on aimerait vous poser, Olivier. Depuis le début de la pandémie, on a vu plusieurs analyses insister sur les interactions entre climat, santé, environnement. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les liens qui existent entre santé humaine et destruction des écosystèmes notamment? Oui, bien sûr. Ce sont des liens qui sont soulignés, qui sont connus de la communauté scientifique depuis longtemps. Il y a tout juste un an, quasiment jour pour jour, en tout cas il y a un an, jour pour jour, on est en train de négocier le résumé pour décideurs du rapport d'évaluation de l'IPBES, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Et dans ce rapport d'évaluation, l'IPBES très clairement mentionné les liens entre les maladies, les possibilités de maladies de pandémie et la pression humaine sur l'environnement. Les rapports successifs du GIEC aussi, que ce soit le dernier rapport d'évaluation, que ce soit les rapports spéciaux qui sont parus depuis, c'est un rapport sur 1,5 degré, le rapport sur l'été, le rapport sur les océans, fourmillent aussi de références sur les liens entre climat et santé. Et on connaît bien, par exemple, c'est un élément qu'on a repris dans notre rapport spécial Covid-climat, sur les effets de la pollution atmosphérique sur la santé humaine. On estime que les émissions liées aux énergies fossiles augmentent de 65% la mortalité due à la pollution de l'air. On parle de 3,6 millions de personnes par an sur la planète quand même. Donc ce qu'on constate, c'est que ce sont les mêmes éléments
qui sont à la fois au cœur des pressions exercées sur la biodiversité et le changement climatique, et qu'on retrouve par ailleurs, alors il y a corrélation, il n'y a pas forcément causalité, mais il y a corrélation, qu'on retrouve par ailleurs au cœur des pandémies. Donc c'est une augmentation d'empreinte humaine avec une augmentation de la déforestation, et aussi tous les mécanismes liés à la mondialisation, la délocalisation, donc les systèmes de flux tendus, l'augmentation de la mobilité des liens et des personnes, et par conséquent toutes les politiques qu'on a pu constater au cours des 40 dernières années avec une réduction du rôle de l'État et finalement une aggravation euh, des vulnérabilités individuelles et collectives. Et alors, on a vu ou entendu ces derniers temps parler assez régulièrement du fait que la destruction des écosystèmes entraînait ou était à l'origine notamment de zoonoses. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un peu plus précisément ce dont il s'agit? Là, j'ai repris, justement, je ressortais le rapport de l'IPBES, et je crois que tout simplement, je vais vous lire juste le petit passage du résumé pour décideurs, qui dit que la nature est à l'origine de la plupart des maladies infectieuses. Elle est aussi une source de médicaments antibiotiques. Les zoonoses représentent une menace sérieuse pour la santé humaine, et les maladies à transmission vectorielle ne sont pas la même chose, représentant environ 17% de l'ensemble des maladies infectieuses et causant près de 700 000 décès par an dans le monde. Les maladies infectieuses émergentes chez les espèces sauvages, les animaux domestiques, les plantes ou les populations humaines peuvent être amplifiées par des activités humaines, telles que le défrichement et la fragmentation des habitats, ou par l'usage excessif des antibiotiques, qui se traduit par une rapide évolution de l'antibiorésistance. Donc l'IPBES conclut: la dégradation de la nature et la perturbation des bénéfices qui en découlent ont des conséquences directes et indirectes sur la santé publique et peuvent amplifier les inégalités existantes en matière d'accès aux soins médicaux ou à une alimentation saine. Donc il y a un lien qui est très clairement établi, et ce qu'on voit tant dans ce qui était établi par la communauté scientifique internationale de manière consensuelle, c'est que tant la lutte contre le changement climatique que les actions en faveur de la biodiversité ont des bénéfices pour la santé humaine. Et on a vu émerger également cette notion de santé planétaire, de One Health. Qu'est-ce que cela veut dire précisément? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette nouvelle approche? Et on a une demande de certains auditeurs. Voilà, si vous pourriez parler un tout petit peu plus lentement. D'accord. Voilà, Entendu. parfait. Merci Olivier. Plus fort. Et plus fort aussi, on n'entend pas très bien. Et un peu plus fort également. Alors un peu plus fort, je vais juste essayer d'avoir le micro un peu plus près de la voix. La notion de santé planétaire, en fait, à ma connaissance, il n'y a pas de définition consensuelle de cette notion, mais c'est un lien qu'on établit entre santé animale, santé humaine et état de l'environnement à l'échelle mondiale. Et l'idée qui est derrière la notion de santé planétaire, c'est de favoriser une approche qui est à fois qui est large, qui est interdisciplinaire, multidisciplinaire, transdisciplinaire. Et c'est une approche qui a été reprise par, on va dire, l'ensemble de la galaxie onusienne, donc à travers les différentes agences des Nations Unies. Donc évidemment l'Organisation mondiale de la santé, l'Office international de lutte contre les épizooties, l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation, le Programme des Nations Unies pour le développement. C'est une notion aussi qui est reprise par la Banque mondiale, si je ne me trompe pas. Et en fait, je pense que pour le rapprocher à d'autres développements internationaux qu'on a connus ces dernières années, on peut rapprocher cette notion de One Health d'une approche style ODD, c'est-à-dire une approche matricielle qui soit transversale pour englober dans le traitement des problématiques l'ensemble des facteurs de ces problématiques.
Alors après, est-ce que c'est complètement opérationnel? Moi, de ce que j'ai vu des évaluations des réseaux One Health, il y a un aspect environnemental qui est encore trop souvent ignoré par les acteurs sur le terrain. Et il y a des progrès à réaliser en matière de recherche fondamentale, d'association des communautés à l'action, d'enseignement, de formation, etc. Dans ces dernières semaines, depuis le début du confinement en tout cas, on assiste en ville notamment au retour d'espèces animales que l'on n'observait plus. On a pu voir les contreforts de l'Himalaya que nous n'apercevons plus également depuis plusieurs années du fait de la pollution. Est-ce que cette crise sanitaire et le confinement de un peu plus de 4 milliards d'êtres humains a des conséquences positives sur l'environnement et si oui, de quelle ampleur sont ces conséquences et surtout, est-ce qu'elles sont durables? Alors, les premières estimations que nous avons faites au Conseil pour le climat à l'occasion de la publication de notre rapport spécial évaluent une réduction des émissions de 30% pendant les semaines de confinement. Et on a évalué qu'entre le 16 mars et le 11 mai, on aurait une réduction des émissions en France d'environ 20 millions de tonnes d'équivalent CO2. Alors, comme ce ne sont pas des ordres de grandeur qui sont familiers à tout le monde, et ce n'est pas du tout un reproche, ça représente à peu près 5% des émissions annuelles françaises. De même, on a poursuivi l'évaluation, et là, on rentre dans des marges d'incertitude qui sont évidemment encore plus grandes. On pense que sur l'année 2020, on pourrait avoir une économie d'émissions de 45 millions de tonnes d'équivalent CO2, donc à peu près un petit peu plus de 10% des émissions annuelles. Alors le deuxième chiffre, il est encore plus incertain évidemment, parce que ça va beaucoup dépendre de la reprise de l'économie, du rythme de reprise, si on a un deuxième pic et un deuxième confinement. Donc ça, évidemment, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde l'ignore. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, on voit que la réduction des émissions liées au transport compte pour 60% de la réduction des émissions. Donc on a bien le nœud central du transport dans la structure de nos émissions. Alors évidemment, réduire l'ensemble de ces émissions, ça réduit l'ensemble de la pollution atmosphérique. Donc c'est plus agréable pour tout le monde, on respire mieux. Comme vous le mentionnez, on a vu que la diminution de l'empreinte humaine sur ces alentours avait des effets assez sympathiques, et on s'est retrouvé avec des canards devant le Conseil constitutionnel et puis des sangliers sur les parkings. Donc en ça, on peut juger que voilà, entre réduction des émissions, réduction de la pollution atmosphérique et puis extension de la diversité, enfin de l'espace de biodiversité animale, ça pourrait être un impact positif. Mais je crois que c'est une appréciation qui est à nuancer immédiatement, parce que c'est un impact certes positif, mais qui est extrêmement brutal. La preuve, c'est qu'on se retrouve tous de manière confinée et à distance, avec des gens qui sont particulièrement vulnérables. C'est un impact qui est évidemment temporaire, qui n'est pas soutenable, qui n'est pas structurel, et qui est même radicalement différent des réformes structurelles que l'on souhaite et dont on a besoin pour une transition bas carbone que l'on souhaite graduelle, puisque l'objectif, je vous le rappelle, c'est d'arriver à la neutralité carbone en 2050. Donc ça nous laisse une trentaine d'années pour le faire. C'est court, c'est bref au vu des évolutions climatiques. On est dans l'échelle du climat, c'est relativement bref, 30 ans. Par contre, ça veut dire que tout de même, en termes de politique publique et de traitement du facteur humain, on a beaucoup plus le temps de préparer les choses et de les mener de manière beaucoup plus douce. Donc
Cette sobriété imposée est temporaire, des déplacements et de la consommation n'est pas souhaitable, n'est pas durable. En tout cas, c'est ce qu'on écrit très clairement dans notre rapport. Ce qu'il faut voir éventuellement, c'est quelles évolutions comportementales vont subsister à l'issue de cette période de confinement. Mais les quelques impacts positifs liés à la crise du Covid ne sont pas durables. Peut-être avant de revenir sur les réformes structurelles que vous appelez de vos voeux et les différentes politiques publiques à mettre en place, j'aurais peut-être une question sur les dernières sorties de crise. Prenons l'exemple de la crise financière de 2008. Selon toute vraisemblance, ces sorties de crise, généralement avec la relance de l'activité économique qui s'en suivait, ont plutôt aggravé le mal. Autrement dit, elles ont eu, selon toute vraisemblance, des impacts négatifs sur l'environnement. Comment est-ce que vous envisagez spécifiquement cette sortie de crise, celle que nous sommes en train de vivre? Oui, vous avez raison. En fait, la crise de 2008 a montré que les effets rebonds pouvaient être extrêmement forts et brutaux aussi. À titre d'exemple, en 2009, au niveau mondial, les émissions de gaz à effet de serre liées au ciment et à l'énergie, qui sont deux secteurs assez représentatifs de l'activité économique, donc en 2009, au niveau mondial, ils ont baissé de 1,4%. Et en 2010, ils ont augmenté de 5,9%. En France même, en 2009, ces mêmes émissions ont baissé de 4,2% et en 2010, elles ont augmenté de 3,4%. C'est à peu près le même intervalle entre les deux années, que ce soit en France ou dans le monde. Ce qu'on a vu dans les plans de relance qui ont été élaborés en 2009, enfin après la crise financière, c'est que globalement, sur l'ensemble des plans de relance, au moins des pays d'OCDE, globalement, il n'y avait pas assez de vert, il y avait beaucoup trop de gris, et il n'y avait aucune conditionnalité dans l'élaboration de ces plans de relance. Il n'y avait aucune vision intégrale des politiques publiques de plans de relance. Typiquement, pour la France, on a eu un plan de relance en 2009 qui s'élevait à un petit peu plus de 26 milliards d'euros, ce qui à l'époque représentait 1,4% du PIB. La part strictement climatique de ces 26 milliards d'euros, c'était 1,7 milliard d'euros, soit 0,08% du PIB. Donc, ce qui vous dit bien que, oui, il y avait quelques éléments de vert, mais ils étaient tellement submergés par les éléments de gris. On a reconstruit des autoroutes, on a fait de la prime à la casse sur des voitures qui avaient des normes de pollution qui n'étaient pas en ligne avec les tendances. Donc, tout ça vous montre que voilà, la structure du plan de relance, l'équilibre entre les investissements vert et gris est très important. Je me permets de vous signaler un rapport qui est sorti ce matin, un rapport qui a été publié par l'université d'Oxford et qui était notamment appuyé dans sa réalisation par Joseph Stiglitz et Nicolas Stern. Et ils ont évalué 700 politiques de relance menées par 53 pays depuis 2008. Et les conclusions de ce rapport, c'est qu'ils voient que les plans verts créent davantage d'emplois et offrent un meilleur retour sur investissement que les plans qui ne sont pas centrés sur les énergies renouvelables, sur la décarbonation de l'économie, des transports, etc. Donc, en fait, on voit bien avec les plans de relance qu'on a eu en 2008 exactement ce qu'il ne faut pas faire en 2020. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a préconisé dans le rapport de manière générale? On a dit d'abord, ce plan de relance, c'est un moyen de lancer une nouvelle fois, de relancer, de renforcer le signal de la transition bas carbone, au cas où certains acteurs économiques ne l'avaient pas compris. Il y en a encore quelques-uns qui ont un petit peu du mal, un petit peu des difficultés de la comprendre, on va dire. Et ce qu'on a dit, c'est que s'il faut des principes pour guider la dépense, c'est que d'abord, cette dépense, si possible, elle doit contribuer directement à la transition bas carbone. Dans un deuxième cas, elle doit comporter des co-bénéfices favorables au climat, c'est-à-dire ça peut être
évidemment des dépenses orientées vers la santé, vers l'éducation, vers l'économie productive, mais qui ont aussi un impact sur le climat, que ce soit sur l'atténuation des émissions ou sur l'adaptation aux risques et au réchauffement climatique. Et puis, au pire, que ce soit des dépenses qui ne doivent pas nuire, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas aggraver la situation climatique et ne pas diverger complètement de la transition bas carbone. Et en plus de ces trois principes, évidemment, on a repris les recommandations faites dans notre rapport évaluation publié en décembre dernier, qui est de dire que voilà, il faut des principes d'évaluation très clairement définis sur l'ensemble de ces dépenses, en toute transparence, pour qu'on puisse juger de l'impact réel de ces plans de relance verts. Alors là, le gouvernement, et je reprends un certain nombre de questions qui sont posées par nos auditeurs, le gouvernement a décidé d'un plan d'aide d'au moins 20 milliards d'euros aux entreprises françaises, dont 7 milliards pour le transport aérien notamment. Quelle analyse en faites-vous? Quel arbitrage? Comment est-ce que vous voyez spécifiquement cette relance et est-ce que vous sentez d'ores et déjà que le gouvernement prendra en compte les recommandations formulées par le Haut Conseil? Quelle est la tendance que vous sentez? On sent qu'il y a une tendance, on sent que pour le gouvernement, ça va être tout de même difficile d'ignorer les appels et les observations dont les nôtres, celles formulées par le Conseil pour le climat, à prendre en considération la dimension climatique et la transition bas carbone dans le plan de relance. Je pense qu'il sera très difficile pour le gouvernement de sortir un plan de relance qui aurait le profil de celui de 2008, où on aura un petit peu de saupoudrage climatique, environnemental sur un plan de relance qui serait gris dans l'ensemble. Très concrètement, nous, on est en plein échange avec le gouvernement. D'ailleurs, demain après-midi à cette heure-ci, on sera en visio aussi avec Bruno Le Maire pour parler de cette dimension. Est-ce qu'il y a des contreparties que vous voyez émerger à ce soutien financier de l'État ou du gouvernement à certains secteurs, en particulier celui des transports, que ce soit l'automobile ou le secteur des transports aériens? Nous, c'est une des recommandations très fortes qu'on a faites, qui est une conditionnalité pour les secteurs qui sont traditionnellement émetteurs. Typiquement, si un fabricant d'automobile a besoin d'un soutien d'argent public, et bien qu'on conditionne cela à un plan d'investissement et une trajectoire qui s'oriente très clairement vers une décarbonation de sa production et vers la production d'automobiles qui contribuent, enfin qui s'inscrivent dans la trajectoire de la stratégie nationale bas carbone. On s'est aussi interrogé dans notre rapport, il y a un passage qui s'interroge sur le fait de transformer plutôt que de sauvegarder à tout prix. Donc voilà, ce sont des arguments qu'il faut poser. Après, il n'y a pas de réponse toute faite. Tout ça mérite un débat public, un débat politique, et d'entendre évidemment le Parlement, d'entendre la société civile, et puis et de prendre en compte l'ensemble des facteurs qui se posent sur ces secteurs, mais ce sont des recommandations très fortes de conditionnalité et de saisir l'occasion pour transformer le tissu économique dans la lignée de la stratégie nationale bas carbone. Alors, plusieurs participants se posent également la question des effets négatifs finalement de cette crise. On a parlé des effets positifs tout à l'heure, mais les effets négatifs en termes de retour massif de l'utilisation du plastique, notamment du jetable, l'utilisation ou la consommation accrue d'électricité pour répondre aux besoins du télétravail et de l'utilisation massive d'Internet. Est-ce que au Haut Conseil, vous, ces aspects négatifs sont des éléments que vous avez observés, qui ont été chiffrés par des analystes? Et là encore, comment est-ce que vous voyez ces impacts négatifs s'inscrire ou non dans la durée?
dans une période post-crise? Alors, ce sont ces aspects négatifs, pour la plupart, ils restent encore à évaluer. Ce que nous espérons, c'est que nous aurons accès à des données significatives d'ici à la publication de notre rapport annuel qui doit se faire avant la fin du mois de juin. Donc on espère que dans le rapport annuel, on pourra creuser l'analyse des évolutions et des impacts de la crise du Covid. Alors, spontanément, j'aurais tendance à répondre que bon, le plastique, c'est un enjeu environnemental extrêmement fort. Le lien avec le climat même est moins évident. Alors, évidemment, le plastique, c'est lié à l'extraction d'énergie fossile, mais c'est un enjeu, c'est un vrai enjeu de biodiversité, c'est un vrai enjeu de protection des océans. Le lien avec le climat est moins évident, moins fort, on va dire. Sur l'électricité, il semblerait qu'il n'y ait pas eu de pic énorme lié au confinement. De toute façon, l'électricité qui a pas été utilisée dans les bureaux, elle est utilisée chez nous, peut-être de manière plus économe souvent. Donc, mais là-dessus, je reste extrêmement prudent. Ce sont juste des suppositions parce qu'il faut vraiment qu'on se penche sur les données des mois de mars, d'avril et puis du mois de mai pour évaluer l'impact sur les différents secteurs. D'accord. Là encore, un élément, c'est vraiment une question très rapide qui revient de la part de plusieurs participants, notamment le nom du rapport auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, qui a été produit ce matin même, qui est sorti ce matin même de l'université d'Oxford avec Stiglitz. C'est le rapport Green Covid-19, c'est ça? Oui, je crois que c'est le titre, c'est ça. C'est exactement ça. D'accord, c'est bien ça. Alors, puisqu'on est sorti des frontières de l'Hexagone, on a quelques questions qui se posent sur l'état d'avancement du Green Deal européen. Où en sommes-nous et quelle est votre analyse? Je pense que le Green Deal était justement un peu à la croisée des chemins parce que, comme l'ensemble des politiques climatiques d'ailleurs, l'objectif c'est que ce soit un des éléments de la sortie de crise et non pas une des victimes collatérales de la crise. Donc là, il y a un véritable enjeu qui est pas du tout tranché. Enfin, les dynamiques sont en cours. Le rapport de force est en train de se monter autour de l'utilisation du Green Deal. Ce qu'on a compris, c'est qu'il y a plusieurs pays européens qui ont manifesté très clairement que pour eux, il n'était pas question d'avoir plus d'ambition climatique et qu'au contraire, même si on pouvait revenir sur les ambitions climatiques déjà établies par l'Union européenne, ce serait pas mal. Ils ont été secondés en ça par certains secteurs politiques au sein de certains pays, y compris chez nos voisins. Il y a aussi des secteurs industriels plutôt émetteurs qui tentent de saisir l'occasion pour s'engouffrer en demandant un allègement des contraintes. Donc là, il y a clairement un débat politique, un rapport politique qui est en train de se construire. Et le Green Deal va être au milieu de tout ça. Et je voudrais juste rappeler, je lisais hier dans une interview les propos de mon ancienne ambassadrice climat pendant la négociation de l'accord de Paris, Laurence Tubiana, qui disait il faut faire très attention à ce que les États ne disent pas bon, grosso modo, l'argent européen à travers le Green Deal, c'est super, ce sera pro-climat, et chez moi, avec mon argent, je vais faire de la bonne relance bien classique, bien grise et bien sale, parce qu'évidemment, les masses budgétaires sont pas du tout les mêmes. Donc, il y a quand même un enjeu non seulement à mettre en œuvre le Green Deal et à le coordonner au mieux avec les politiques nationales. Une question qui est posée spécifiquement sur les liens qui existent entre le Haut Conseil pour le climat et la Convention citoyenne pour le climat. Quels sont les liens qui existent entre vous, si liens existent? Alors, fonctionnellement, institutionnellement, il n'y a aucun lien. Ce sont deux organismes indépendants, je crois, qui se targuent assez de leur indépendance. Donc, il n'y a aucun lien. Après, nous, on a contribué à leurs travaux. Dès le début, on a contribué
à la formation des membres de la Convention citoyenne. On a produit une série de documents pour eux. En plus, c'était l'époque où on a sorti le rapport, la version grand public de notre rapport annuel. Je crois que ça les a aidés. Le Conseil est intervenu aussi devant la Convention citoyenne. Et il se trouve que, à titre individuel, il y a quelques individus, les mêmes qu'on retrouve dans le comité de gouvernance de la Convention citoyenne et qui sont aussi membres du Haut Conseil pour le climat. Mais c'est des fonctions qu'ils exercent de manière extrêmement séparée. Il n'y a pas de, il y a pas de lien organique formel. Après, je crois qu'on travaille tous dans le même sens. Il ne faut pas se leurrer. Moi, je suis très impatient, très curieux de découvrir quelles seront les recommandations finales de la Convention citoyenne. Et j'ai pas de doute qu'elles iront très majoritairement dans le sens de ce qu'on préconise nous aussi. Alors, on va vous demander, Olivier, encore une fois, de bien vouloir rapprocher le micro le plus possible. À plus près, je le mange. Merci Ou beaucoup. d'utiliser le micro de votre ordinateur. Je crois que ce serait pire. Ce sera pire. Ah oui. Une question, une double question qui nous est posée, non, une même question qui nous est posée par deux participants. Comment soutenir le tourisme sans pénaliser le climat, sachant que le tourisme est un vecteur d'épidémie et évidemment un facteur de pollution diverses également? C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas de réponse. On a commencé à y réfléchir de notre côté, mais on n'a pas de réponse toute faite, évidemment. Mais bon, pour le tourisme, comme pour l'ensemble des secteurs, je crois que c'est d'abord aux acteurs eux-mêmes de réfléchir à ces questions. On est un conseil limité. Il y a 13 membres au sein du conseil. Le secrétariat, c'est 6 personnes. On travaille assez lourdement, je le garantis, mais on n'a évidemment pas de science infuse, pas de connaissances universelles et certainement pas vocation à remplacer tous les acteurs. Je pense que là, ce sont aux acteurs de se prendre en main. Nous, on peut recommander beaucoup de méthodologies, on peut partager beaucoup d'expériences. Mais effectivement, le secteur du tourisme a deux enjeux. Il y a celui des épidémies à cause du mouvement des populations. Et puis, il y a aussi celui du carbone. Et pour la France, c'est important parce qu'en recevant 80 millions de personnes par an, évidemment, la France est redevable des émissions, au moins la moitié des émissions, hein, c'est-à-dire de l'aller, si ce n'est le retour, pour ceux qui viennent en avion ou en voiture, des touristes que nous recevons. Donc, il y aura probablement des réorientations qui devront se faire dans le secteur du tourisme, bon an, mal an, parce que je crains que la saison 2020 soit un petit peu difficile en termes de réception de touristes de l'étranger. Il y aura probablement beaucoup moins de mouvements cette année. Donc, il va falloir là aussi se reconvertir. Et à l'inverse, il est probable que nous, Français, nous, citoyens, nous allons aussi reconvertir nos habitudes touristiques sur les vacances à venir cet été et puis probablement dans les mois qui suivront. Donc voilà, il va falloir une nouvelle rencontre, un nouvel ajustement entre l'offre et la demande sur ce secteur. Alors, en termes de reconversion et de reconversion économique notamment, il y a un certain nombre d'économistes, au premier rang desquels Jean Pisani-Ferry, qui sont assez sceptiques finalement sur le temps qui va être nécessaire aux entreprises pour pouvoir opérer cette transition énergétique et véritablement pouvoir devenir rentable sur la base de cette nouvelle activité. Est-ce que vous partagez ce scepticisme? Qu'en pensez-vous? Voilà, quelle est de ce point de vue-là votre analyse? Est-ce qu'il va y avoir un temps finalement? Est-ce qu'il y a un bon tempo pour cette transition et pour en faire quelque chose de rentable pour les entreprises? Le tempo, le tempo, c'est évidemment le plus vite et le plus tôt possible parce que d'abord l'urgence climatique est réelle. Hein. Je reviens pas sur le contenu des derniers rapports du GIEC, mais on a perdu beaucoup de temps ces dernières décennies. Depuis 30 ans, on a perdu beaucoup de temps. Donc là, en fait, on n'a plus tellement de marge de manœuvre sur le climat. Donc,
Voilà, ceux qui s'y sont pas encore mis doivent s'y mettre. En termes d'intérêt bien compris, il y a tout simplement un avantage compétitif. Les premiers qui seront à l'ordre du jour des critères de demain, c'est ceux qui en tireront le plus d'avantages. Ensuite, au-delà du tempo, je pense il faut plus parler en termes de méthode et d'outils. Depuis plusieurs années, notamment depuis la COP21, il y a tout de même un ensemble de coalitions qui se sont développées avec des outils, avec des méthodologies, avec des engagements à rendre compte des actions, à déterminer une nouvelle trajectoire. Il y a des méthodologies d'évaluation de l'impact carbone des chaînes de production. Ce matin encore, on était en discussion avec l'ADEME au sujet de leur méthodologie ACT qui était développée en France, qui semble extrêmement fouillée, qui va même plus loin que la plupart des recommandations internationales et qui commence à être sérieusement prise en compte par les grands groupes français qui trouvent leur compte d'ailleurs, parce qu'ils voient y compris les contradictions au sein de leur propre organisation entre par exemple des investissements en milliards dans des chaînes de R&D pour produire des véhicules décarbonés ou électriques et à côté de ça une section marketing qui va vendre des SUV. Effectivement, est-ce qu'il n'y a pas C'est contradiction quelque part? aussi en termes de coûts qui peuvent se présenter pour que les entreprises comprennent bien qu'il y a aussi un avantage très clairement à opérer cette transition. Est-ce qu'en termes de réduction de coûts, de gains de productivité ou autre, il y a des aspects que vous avez pu noter également? L'instrument central quand on parle de coûts, c'est évidemment le prix du carbone. Donc, c'est là qu'on a un petit point d'interrogation d'ailleurs sur la politique publique française, puisque le prix du carbone a été gelé, donc ça laisse un trou dans la trajectoire de la SNBC. Mais c'est pas le seul prix du carbone, évidemment. Pour beaucoup d'entreprises, il y a le marché européen du carbone. D'ailleurs, ça c'est une dimension qu'on souligne dans notre dernier rapport, un aspect de fragilité à cause de la crise, parce qu'on risque d'avoir un effondrement du prix du carbone sur le marché. Mais typiquement, le marché européen du carbone a été réformé pour qu'il y ait une hausse régulière du prix du carbone et une diminution des quotas de réserve qu'on puisse mettre sur le marché. L'idée, c'est que la contrainte carbone pèse de plus en plus lourd sur les entreprises et qu'elles soient incitées. Et elles le sont déjà pour beaucoup d'entre elles, on connaît, qui font des efforts de transformation. Parce qu'elles voient leur coût monter, leur coût carbone monter. Elles peuvent anticiper le coût carbone dans 5 ans, dans 10 ans, ce qui est l'échelle de rentabilité de leurs investissements. Et donc, elles se rendent parfaitement compte que, oui, si elles veulent conserver leur rentabilité ou en gagner, elles ont tout intérêt à faire évoluer leur mode de production dès maintenant. Donc ça, ce sont des choses enfin, il y a beaucoup d'acteurs, y compris très énergivores, qui ont parfaitement intégré cette dimension. Et depuis le début de la crise, on parle beaucoup en France de réindustrialisation du pays. Est-ce que dans votre rapport, vous avez pris en compte cette dimension? Tout d'abord, est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, va être effectif? Est-ce que vous pensez qu'on va effectivement assister à une réindustrialisation massive de la France dans les temps à venir? Et est-ce que c'est quelque chose dont vous avez tenu compte également dans vos recommandations formulées au gouvernement? Alors, pour les prédictions, je vais éviter d'en faire. D'abord, c'est plutôt le métier des économistes. Ensuite, généralement, ils se trompent. Donc, je vais leur laisser cet honneur. Mais plus sérieusement, oui, il y a des enjeux très forts autour de la relocalisation. Il y a des enjeux évidemment de souveraineté. Il y a des enjeux sociaux, d'emploi qu'on connaît bien, qui sont pas au cœur de la réflexion du Haut Conseil pour le climat en tout cas. Ce qui est clair pour nous, c'est qu'il y a un intérêt d'un point de vue climatique à la relocalisation sous deux aspects. Le premier et le plus important, c'est le niveau de carbone de l'énergie qui est utilisée par l'industrie relocalisée. Et puisque, évidemment, si l'industrie relocalisée se trouve dans un pays où l'énergie est plus décarbonée que dans le pays où elle était avant, on a tout intérêt à cette relocalisation.
D'un point de vue global, je parle du point de vue de la planète, hein, pas d'un point de vue français, le lieu d'emplacement, je veux dire la nationalité d'emplacement des entreprises, des producteurs n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est c'est que les entreprises produisent à un endroit où l'énergie est décarbonée. Après, que le drapeau qu'on met dessus n'a absolument aucune importance. Mais ça, c'est pour l'ensemble de l'effort climat sur la planète, évidemment. Par contre, au niveau national, évidemment, c'est une importance en termes de souveraineté, de politique sociale et puis de décarbonation. Nous, on a une énergie qui est relativement décarbonée déjà, donc c'est avantageux. Et ensuite, l'autre avantage à la relocalisation, c'est la diminution de l'impact du transport international sur le transport des marchandises. Tout en sachant que même si c'est une part croissante, c'est évidemment pas la part essentielle de l'empreinte carbone de la production. Dans les pistes qui sont explorées par le Haut Conseil pour le climat, est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée sur la rénovation énergétique des bâtiments? Et est-ce que spécifiquement, c'est une question qui nous est posée, est-ce que les certificats d'économie d'énergie sont quelque chose d'efficace selon vous? Et par ailleurs, toujours dans ces pistes explorées, on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines d'un vaste plan vélo pour les villes, qu'elles soient de taille moyenne ou pour des grandes villes. Est-ce que c'est selon vous quelque chose de durable et quels sont les écueils que vous pressentez d'ores et déjà? Alors, nous avons identifié le secteur de la rénovation énergétique des bâtiments comme un des secteurs structurants qui doit être mis en avant dans les plans de sortie de crise. Pourquoi? Parce que d'abord, les bâtiments, c'est 20% de nos émissions nationales, hein, donc à égalité avec l'agriculture à peu près. C'est 19%, je crois exactement, à égalité avec l'agriculture et l'industrie. Donc là, il y a de fortes marges de progression. Qui ont en plus des impacts sociaux importants en termes de réduction des inégalités, en termes de réduction de précarité énergétique et en termes de réduction donc, de la vulnérabilité au risque climatique. Ensuite, on a identifié que c'était un facteur structurant du point de vue de l'emploi parce que le nombre de rénovations à faire est tellement élevé que ça ouvre des perspectives de création d'emplois extrêmement fortes et des perspectives de création d'emplois sur la longue durée, en tout cas à moyen terme, sur la décennie à venir. C'est un ensemble de problématiques, y compris celui des certificats d'économie d'énergie, que nous allons aborder dans un rapport spécial que nous sommes en train d'élaborer, qui est consacré à la rénovation énergétique, qui nous a été demandé par le gouvernement, que pour être tout à fait honnête, on aurait dû sortir au mois de mai, mais que, voilà, au vu des conditions de travail, là, il était un petit peu ralenti, donc on a préféré prendre notre temps pour continuer à bien le faire à fond, et on sortira à la rentrée en septembre-octobre. Et là, justement, et l'intérêt de ce rapport, c'est que c'est un rapport de parangonnage avec principalement nos partenaires européens. Donc, on tire des enseignements assez intéressants des politiques de rénovation énergétique des bâtiments qui sont menées dans les autres pays d'Europe. Et donc, on constate ce côté structurant de l'économie, cette capacité à créer des emplois, le retour sur l'investissement aussi pour l'État, parce que ça nécessite pour l'État de mettre de fortes sommes d'argent et de s'engager à les mettre pendant longtemps. Mais le retour fiscal, en tout cas, je crois que c'est le cas en Allemagne, est à peu près de 2 euros pour 1. Donc, pour chaque euro que l'État met, il en retire 2 par les retours fiscaux. Donc, il y a un fort intérêt à mettre en œuvre ces politiques, à condition que ce soit des politiques massives, c'est-à-dire avec l'engagement de fortes sommes d'argent de la part de l'État. Mais tout ça, je veux pas m'aventurer plus loin sur ces observations et ces conclusions parce que c'est vraiment un travail en cours
Et donc, il nous reste on a encore des entretiens menés, on a encore des observations à faire, et des analyses à faire. Et là, je vous donne rendez-vous à la rentrée pour creuser un petit peu plus sur ce sujet. Et concernant le vélo? Alors, concernant le vélo, bah, c'est évidemment une politique qu'on ne peut que saluer et qui est extrêmement bienvenue de la part de la ministre de la Transition écologique et solidaire. Ce qui est évident, c'est que de manière générale, sur la transition bas carbone, et plus particulièrement après la sortie de crise Covid, on doit renforcer les modes de transport doux. Comme je vous disais, on évalue que 60% de la réduction des émissions constatées pendant la crise est liée au transport automobile essentiellement. Donc, si on reprend comme avant, voilà, on va retrouver les niveaux d'avant. Donc, on a tout intérêt à favoriser les modes de transport doux, notamment en milieu urbain, et tout politique publique qui va permettre de faciliter, de structurer et de rendre accessible à tous ces modes de transport est évidemment la bienvenue. Donc, il faut continuer en ce sens. Alors, plusieurs questions qui vous sont posées concernant le prix du carbone. Et notamment, est-ce qu'il est selon vous envisageable concevoir un prix du carbone français, voire européen, dans un monde qui fonctionne quand même sur la base du libre-échange? Est-ce qu'il y a, de ce point de vue-là, un antagonisme selon vous? En fait, la question sous-entendue, c'est pourquoi pas un prix du carbone mondial? Donc pourquoi pas un prix du carbone mondial? Parce que c'est une utopie, c'est une jolie pensée euh, qui est professée par quelques théoriciens en économie, mais qui n'a aucune chance, aucune applicabilité, aucune chance de déboucher un jour. On a déjà pas mal de difficultés avec un prix du carbone européen. Donc ayons un prix du carbone mondial, peut-être qu'on y arrivera un jour, mais en tout cas on va pas attendre ça pour mener des politiques climat efficaces. Et à l'échelle européenne, pensez-vous qu'un projet de taxation carbone aux frontières de l'UE ait une chance d'aboutir avec l'actuelle Commission? Alors là, on a deux choses en fait, hein. On a l'ajustement carbone aux frontières et on a le prix du carbone en Europe. Donc, sur le prix du carbone en Europe et notamment le fonctionnement du marché européen du carbone, nous, on a fait une recommandation, c'est-à-dire que constatant la volatilité des prix et leur insuffisance, on pousse pour que soit réglé au plus vite quelque chose qui est déjà dans les tuyaux, hein, par ailleurs, qui est un prix plancher du carbone et qui est croissant. C'est-à-dire, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on avait pour c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais ce qu'on appelait le serpent monétaire européen avec donc une fluctuation encadrée des prix du carbone et qui est dirigée, là, qui en l'occurrence serait dirigée vers la hausse, donc avec un effet de prévisibilité pour les investisseurs et pour les entreprises. Euh, donc ça, on plaide très fortement en cette faveur. La plupart des pays européens se rallient à cette ambition de prix plancher du carbone croissant, y compris l'Allemagne, qui dans son document de politique climatique publié en septembre dernier a admis du bout des lèvres enfin que oui, il fallait un prix plancher du croissant du carbone en Europe. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, celui de l'ajustement carbone aux frontières. On a évidemment un besoin de compensation pour les entreprises qui produisent donc sur le territoire européen, qui sont concernés par le marché européen du carbone, qui ont donc des surcoûts de production à cause de ce marché européen du carbone, et qui sont en désavantage compétitif avec les producteurs du reste du monde, où ne s'appliquerait pas une tarification du carbone au même niveau. Donc là, reste à trouver une solution d'ajustement carbone aux frontières. Alors le grand argument avancé par les néolibéraux, c'est que tout ça c'est pas possible parce que ça va froisser l'OMC, qui s'est par ailleurs jamais prononcé explicitement sur la question. Donc c'est un peu un argument qui mériterait d'une part d'être creusé.
D'autre part, il y a tout de même des mécanismes qui iraient dans le même sens, auxquels il est réfléchi actuellement et qui se positionneraient sur justement le marché européen du carbone. C'est-à-dire que des entreprises européennes qui voudraient importer et distribuer en Europe des produits fabriqués ailleurs dans des conditions de carbone plus favorables devraient acheter elles-mêmes sur le marché européen du carbone l'équivalent de la différence entre les deux productions de carbone. Donc ce ne serait pas une taxation commerciale, ce ne serait pas une taxation frontière, mais ce serait à l'importateur de satisfaire une condition mise sur le marché d'équivalence carbone. Enfin voilà, il y a plusieurs options comme ça qui circulent. Je pense que à la Commission européenne, les avis sont très partagés. Je pense qu'il n'y a pas grand monde à la DG Commerce qui pousse dans ce sens, évidemment. Mais eux ne sont pas dans le sens de l'histoire, donc on y arrivera bien un jour. L'idée étant d'y arriver le plus vite possible. Alors, deux questions qui vous sont adressées. L'une concerne les recommandations, d'une certaine façon, que vous pourriez formuler à l'égard d'une entreprise comme Total, qui poursuit aujourd'hui ses activités de prospection et d'exploration pétrolière et qui ne présente pas de sortie crédible, c'est le mot utilisé par notre intervenant auditeur, pas de sortie crédible des énergies fossiles. Qu'est-ce que vous en pensez et quelles seraient les recommandations que vous pourriez formuler à une entreprise comme Total? Et quelles sont les recommandations que vous pourriez formuler également? On en a dit un mot, mais est-ce qu'on peut creuser un peu vis-à-vis des entreprises du transport aérien, puisque mis à part en fait une réduction du nombre de vols et une réduction du nombre de voyageurs, les progrès techniques en termes d'aviation sont vraisemblablement lents et ralentis du fait des questions de sécurité qui se posent notamment. Donc, vos recommandations pour Total, vos recommandations pour le secteur aérien? Bon, d'abord, notre travail, c'est pas de formuler des recommandations pour les entreprises. Hein. On nous spécifiquement demandé de formuler des recommandations sur les politiques publiques. Donc je veux pas sortir de ma zone de responsabilité et d'attribution. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas d'extraction de pétrole et il n'y a pas d'aviation propre. Ça n'existe pas. Là, j'enfonce des portes ouvertes, mais bon, parfois, pour certains, elles sont toujours fermées. Donc, pour les entreprises du secteur énergétique, ce qui est évident pour eux, c'est que d'abord, ils ont, à mon avis, une obligation de transparence, notamment en matière financière, parce que là se pose la question de ce qu'on appelle les actifs échoués, les stranded assets en anglais, c'est-à-dire la valorisation actuelle sur le marché boursier des ressources fossiles dont on sait pertinemment qu'on ne pourra jamais les utiliser parce que si on brûle tout, on se retrouve avec une planète qui est à plus 8 degrés. Et pourtant, ces ressources fossiles, aujourd'hui, elles sont valorisées en bourse, alors qu'elles sont inutilisables. Normalement, elles ne devraient rien valoir. Cette bulle d'actifs échoués, en 2015, le gouverneur de la Banque d'Angleterre l'évaluait à 20 000 milliards de dollars, c'est-à-dire une bombe atomique en termes de déflagration et de déstabilisation, puisqu'à côté de ça, la crise de subprime, c'est absolument peanuts. Donc il y a probablement un objectif global, je veux dire presque de salubrité publique, de voir comment est-ce qu'on arrive à dégonfler cette bulle d'actifs échoués avant qu'elle n'explose. Et ça, il y va de la responsabilité, donc de la transparence et de la redevabilité de l'ensemble des entreprises du secteur fossile. Ensuite, je pense que c'est des entreprises qui ont très bien compris, parce qu'il y a plein de gens extrêmement intelligents qui travaillent dedans. Il ne faut absolument pas les sous-estimer. Qui ont très bien compris que leur avenir en tant que fournisseur d'énergie allait vers une reconversion peu à peu. Alors, ils ont le temps de le faire parce que le pétrole ne va pas disparaître du jour au lendemain. D'abord, personne ne le demande. Ensuite, on sait qu'on en a encore pour plusieurs années. Cela dit, sur le pétrole, il y a d'autres enjeux. Je ne m'attarde pas dessus, mais il y a quand même des histoires de problèmes d'investissement actuellement et de pics de production qui sont signalés, y compris par l'Agence internationale de l'énergie.
qui est pourtant plutôt conservatrice sur le sujet. Donc, il y a d'autres enjeux. Mais donc, voilà, il y a évidemment des intérêts de redevabilité et de reconversion. Sur l'aviation, c'est un peu la même chose. Il y a des efforts technologiques qui sont concédés par l'aviation. On parle beaucoup de biocarburants. Là aussi, il faut être assez réaliste. Hein. S'il faut nourrir en biocarburant tous les avions de la planète, faut renoncer, faut qu'on renonce à se nourrir nous-mêmes, fondamentalement. Donc, faut échanger nos champs de blé contre des champs de canne à sucre pour fournir le biocarburant. Et je crois que, les arbitrages se feront très très vite quand on arrivera au point de tension. Donc, les progrès technologiques sont lents. Ils sont trop lents au vu du temps qui nous est laissé pour la transition bas carbone. Peut-être que dans 40, 50, 60 ans, que sait-on, on aura des batteries électriques assez puissantes pour faire tourner des avions gros porteurs à l'électricité. Bon, tant mieux, dans 50, 60 ou 70 ans. Mais d'un point de vue du climat, on ne peut pas attendre 50, 60 ou 70 ans. Donc, on verra à ce moment-là. Mais en attendant, il va falloir réduire les vols qui sont de toute évidence inutiles. Merci. Alors, une toute dernière question, Olivier Fontan. Est-ce que le Haut Conseil pour le climat travaille avec ses homologues ou ses équivalents à l'étranger, à l'image du Committee on Climate Change au Royaume-Uni? Voilà, on échange avec eux, oui, surtout sur toutes les questions de méthodologie, d'approche, d'expérience, d'approche des différents sujets des politiques publiques. Bon, après, chaque pays a ses politiques publiques. Hein, typiquement, la dynamique du Royaume-Uni, c'est pas du tout la dynamique de la France. Ils ont fait un gros effort de sortie du charbon récemment, ce qui leur a permis des gains absolument magnifiques en termes d'émissions ces dernières années. Donc oui, on échange. Alors, on a même eu des contacts avec des camarades plus lointains au Canada ou en Nouvelle-Zélande. On a été sollicité pour envisager de créer des organismes similaires. Récemment, ça m'est arrivé aussi avec les Espagnols. Bref, il y a une dynamique qui s'inscrit derrière. Moi, je pense qu'il faudrait un haut conseil pour le climat au niveau européen qui, pareil, sur une base scientifique, indépendante et factuelle et rigoureuse, puisse aussi porter une analyse un peu critique sur les politiques de la Commission européenne et des compromis entre Parlement, Conseil et Commission, et notamment sur les grandes politiques qui nous interrogent, comme la politique agricole commune, comme les politiques commerciales, etc. Ce serait nécessaire. Je pense qu'on y viendra un jour. Olivier Fontan, directeur exécutif du Haut Conseil pour le climat, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé vos réflexions, d'avoir partagé la vision du Haut Conseil pour le climat avec les alumni de Sciences Po. Que nos meilleurs voeux de bonne santé vous accompagnent dans votre mission et on vous donne rendez-vous donc à la rentrée, à l'automne, pour faire un bilan de cette période post-crise. Et pour que vous nous présentiez le rapport que vous sortirez à ce moment-là. Encore merci, Olivier. Bien, merci pour votre invitation. À bientôt. Bonne continuation. À très bientôt. Mesdames, Messieurs, chers alumni, merci beaucoup pour votre présence. À très bientôt. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci.